Bienvenue. Super. Alors, on va pas commencer tout de suite par les récits croisés. On va commencer par une petite partie historique. Et pour commencer avec cette petite partie historique, nous avons concocté, il y a une semaine de cela, un petit jeu, car nous étions pas plus informés que vous. Et on s'est dit, bon, comment essayer d'avoir un peu d'infos sur cette lutte de manière un peu facile et sympathique. Et c'est ainsi que nous avons créé le jeu que nous allons appeler le wagon faible, ou autrement nommé question pour un wagon. Alors malheureusement, ce jeu se fait 2 jours, donc le vidéoprojecteur est à peu près illisible. On espère qu'il y a une petite vue. Ça va ? Ça va, oui. Super. Eh bien, c'est parti. Nous pouvons commencer par présenter les participants du jeu. Bonjour à tous, Carole Delga, présidente de la région Occitanie. J'adore la vitesse, j'adore la croissance. Merci. Alors, bonjour, moi c'est Alain Rousset, évidemment, président de la région Nouvelle-Aquitaine et très beau gosse. Ah non. Bonjour, je suis Jean Castex. En 2021, c'est grâce à moi qu'on a repris ce projet. Voilà, j'en suis très fière. Merci. Moi c'est Elisabeth Borne, voilà, j'étais ministre des Transports à l'époque quand le projet s'est lancé, donc je suis ravie que des projets comme cela voient le jour, merci. Bonjour, moi c'est Étienne Guyot, récemment nommé coordinateur du GPSO et garant de sa mise en œuvre. Bravo. Merci à toutes et à tous de participer à ce grand jeu du GPSO, grand projet du Sud-Ouest, comme on aime l'appeler. Alors nous allons commencer par la première question. Il est censé avoir un petit jingle. Alors question numéro 1, rappelons que ce projet est né dans les années 90 avec tout un tas de LGV en France. Nous avons le Lyon-Turin, le Paris-Bordeaux, le Nîmes-Montpellier-Perpignan, la fameuse LGV Bordeaux-Toulouse-Dax, pour laquelle on est là ce soir. On sait qu'elle a un budget de 14 milliards d'euros. Alors 14 milliards d'euros, à quoi ça correspond? Question numéro 1. À combien de tours la plus haute du monde, soit appelée le Burj Khalifa, équivaut le budget de la LGV du Sud-Ouest? Non, mais je pense pas que ça puisse coûter aussi cher que la tour la plus haute du monde. Moi je trouve qu'on peut pas comparer, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est à l'horizontale, l'autre qui est à la verticale, donc ça n'a rien à voir. Moi je sais pas, ça coûte combien une tour comme ça? 10 milliards? 10 millions? Eh bien, nous sommes à 11 Burj Khalifa, l'équivalent de 11 tours la plus haute du monde. Mais est-ce que c'est suffisant? On aimerait comparer avec une sorte de structure un peu plus complexe, comme par exemple un satellite d'Elon Musk. Combien, on se demande, deuxième question, de satellites d'Elon Musk correspond le budget des LGV du Sud-Ouest? Aucun, c'est beaucoup trop cher. Attendez, mais Elon, il fait pas des Tesla plutôt? Moi je dirais 2, facile. Presque, on est à 30 satellites d'Elon Musk. Et alors une question un peu plus délicate, mais qui est très imagée. On s'est demandé, on a pris une structure assez impressionnante, on s'est demandé lequel des deux était le plus cher entre le dôme de fer d'Israël et les LGV du Sud-Ouest. Alors, moi si je peux me permettre, en fait la sécurité ça n'a pas de prix. La question ne se pose pas. C'est impossible de calculer le prix d'un tel dispositif. Je
vous vois venir, vous allez encore nous dire que la LGV c'est plus cher, c'est ça? Et oui, évidemment, les LGV du Sud-Ouest sont plus chers que le dôme de fer d'Israël. Petite question pour les plus fidèles d'entre vous, pour avoir une idée, est-ce que certains savent à peu près le budget de l'A69, par hasard? Oui? Eh bien, en effet, on est à 27 fois le budget de l'A69. Après, c'est pas un concours en fait. Alors maintenant qu'on sait le coût de ce budget, on aimerait avoir un peu les conséquences matérielles de ce budget. Alors on sait que c'est 4800 hectares de terre décimés par la construction des LGV et on se demande à combien, question, de grandes surfaces cela correspond-il? Alors quand vous dites grande surface, est-ce que vous pouvez préciser, vous parlez plutôt d'un Aldi, d'un Leclerc, d'un Auchan? C'est pas très clair en fait. Excusez-moi, mais je pense qu'il serait mieux de pas compter en Carrefour vu la polémique actuelle vis-à-vis d'Israël. Je sais pas si ça vous parle. Boycott Carrefour! Alors on va plutôt parler de tout type d'hypermarché. On est sur 20 000 hypermarchés. Voilà, on peut s'imaginer 20 000 hypermarchés décimés. Et aussi un petit équivalent en terrain de foot, 6 857. Petit chiffre bonus pour le plaisir. Et enfin, on s'est dit que tout ça c'était bien beau, mais on a du mal un peu à se l'imaginer, c'est beaucoup de visualisation imaginaire. On s'inspire un peu de ce qu'on a sous la main, donc la surface corporelle d'un humain, qui est égale à 1,7 mètres carrés en moyenne. Et combien d'êtres humains allongés, question, au sol, faudrait-il recouvrir les terres décimées par les LGV du Sud-Ouest? Excusez-moi, mais quand vous parlez de êtres, vous ne faites pas référence aux grands êtres de la vallée des Sirons qui ont plus de 40 milliards d'années? 40 000? Excusez-moi, je confonds avec la LGV, c'est trop de chiffres. 40 000 années et dont le système racinaire va être endommagé par la LGV? C'est ça? Je n'ai pas cette réponse, mais par contre j'ai la réponse en être humain, 28 millions de gens allongés, soit l'équivalent de tout... Comment? C'est la prochaine manif! Ah super! Sachez que la prochaine manif du coup équivaut à toute la région de la Nouvelle-Aquitaine, plus toute la région de la ville de Pékin. Ainsi, on peut se figurer les conséquences matérielles d'un tel projet. Sans transition, la partie 2. Alors, face à ça, de nombreux collectifs se sont engagés dans la lutte. Et on peut parler d'un des plus grands, d'un des plus anciens. Vous allez écouter la voix de son président. Revoici ici 15 500 personnes dans la rue contre un projet criminel et inutile. Leur message à eux, c'est: vous n'avez rien à dire, rien à faire, rien à espérer, circuler, il n'y a rien à voir. Et nous, nous disons: nous avons tout à dire, tout à faire, tout à espérer, nous ne circulerons pas et il y a tout à revoir. Alors, question, de qui s'agit-il? De Jean Castex? De Noël Mamère? Ou de Victor Pachon, le président du cadre collectif des associations de défense de l'environnement, qui ont réussi à faire des manifestations fleuves de 15 000 personnes et de 150 tracteurs? Est-ce qu'il serait pas là ce soir? Ce matin, Victor, ce midi. On va applaudir Victor Pachon. Merci à moi. D'abord, je suis très content de voir autant de jeunes ici.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que l'irruption des jeunes dans cette campagne, dans ce combat, ça vaut 4 milliards de camionnettes de femmes. Donc, j'ai 2 minutes, je vais me dépêcher. Donc, pour nous, ça a commencé en 92, quand on a mis la main, par indiscrétion, sur un tracé d'Axe-Victoria. On a bouclé, on a distribué sur le tracé, et ça a mis le feu aux poudres. On a fait des réunions de 1000 personnes, on a commencé à structurer des associations, on a organisé la résistance. Le président RPR valable de la région a retiré son projet, l'a mis dans un tiroir et on savait que ça allait revenir. Donc on a continué à nous structurer. Et en 2006, quand le débat public est arrivé, nous étions prêts. Nous avions pratiquement une association par commune. Voilà. Et surtout, on avait travaillé les arguments. Même si on a dû passer des nuits au passage niveau pour compter les trains de fret. Ces trains de fret qui allaient faire exploser notre ligne existante et qui allaient la saturer en 2020 d'une manière irrémédiable. À l'époque, on en était à 20 trains de fret sur la ligne, 10 par sens. Et on nous a annoncé 175 en gare de Bayonne en 2020. On en a 13 aujourd'hui. Voilà. Donc on a commencé à faire des réunions publiques, des réunions publiques, des réunions publiques. Une vraie sarabande. Là, et puis on est passé aux manifestations. Une de 8 000, une de 12 000, 15 000 transfrontalières à Hendaye avec 75 tracteurs, où on a jeté les bases de la charte d'Hendaye qui a donné lieu ensuite à une transformation avec nos amis de Notre-Dame-des-Landes au forum contre les grands projets inutiles et imposés. Dans cette manifestation de 15 500 personnes et 130 tracteurs, 150 c'est exagéré, mais on l'a imprimé un jour, c'est un fait. Voilà. Sur un bassin de ville, 300 000 emplois, bébés, vieillards, c'était un habitant sur 20 à la manifestation. Et ce jour-là, dans la manifestation, nous avons inversé l'opinion publique. Les médias nous ont vu différemment. Et on nous a cru. Aujourd'hui, parce qu'on a fait aussi un travail en direction des élus, la communauté d'Aglo Pays Basque a voté à 72% contre le projet. Mais on sait qu'on n'a pas encore gagné. On sait que notre combat il est ici aussi. Entre autres choses, et pour ne citer que 2 actions, nous avons réussi à acheter discrètement en cachette des grandes bandes de terrain en 2 endroits, en travers de la LGV. 94 personnes ont acheté en indivision, c'est-à-dire que personne ne peut vendre. Et vu notre grand âge, certains sont déjà partis. Et c'est la succession qu'il faut retrouver. Mais on avait 2 personnalités qui ont acheté. Nous, on était tous des obscurs anonymes, mais il y a José Mauvais qui a acheté. Ce qui n'est pas une surprise. Et il y a Madame Chaban Delmas qui a acheté. Voilà. Puis, c'était le deuxième cas, dans 14 communes du Pays Basque, on a fait des référendums. Donc on avait, à la sortie des municipales ou des départementales ou des européennes, on montait notre barnum, on montait l'isoloir, on avait les listes électorales, le bulletin, les enveloppes, les gens signés, et avec une participation
à quelques dizaines près, égal au scrutin officiel. Même à Urugne, comme c'était les européennes, on a eu plus de votants qu'eux. On a fait 92%, plus de 92% en moyenne contre le projet. J'ai bientôt fini, je vais passer mes 2 minutes. Donc j'ai bientôt fini. Nous sommes ici pourquoi? Parce que ce qu'on demandait, nous, à nos associations, dans les manifestations, c'était de dire à Mouguer, ni ici, ni à Mouguer, ni ailleurs, ni à Urugne, ni ailleurs, ni à Villefranche, ni ailleurs. Eh bien, nous sommes ici aussi pour vous dire, ni chez nous, ni ailleurs. J'ai pris l'habitude de m'inquiéter un petit peu, et que hier j'ai vu mon grand ami, Alain Rousset, qui n'était pas sûr que les soulèvements de la terre écoutent et entendent. Je voudrais juste lui dire quelques phrases. Je voudrais rappeler à Alain Rousset, l'homme qui a imposé une autoroute la moins fréquentée, la plus chère, et qui se fait passer aujourd'hui pour quelqu'un qui pour le rail. Je voulais lui rappeler simplement que quand le bureau d'études choisi et payé par le débat public nous a donné raison sur le fret et sur la capacité des voies, Rousset n'a pas écouté et n'a pas entendu. Quand la société Citec, payée par les élus, a répondu à la réponse de plusieurs élus, et alors jusqu'à quand ça passerait? Ils ont répondu au moins un demi-siècle. Rousset n'a pas écouté, il n'a pas entendu. Quand il a lancé sa pétition régionale, du conseil régional, il a eu 1200 pétitions, 1200 signataires, et nous avons lancé la semaine suivante la nôtre, nous en avons eu 23 000. Il n'a pas écouté, il n'a pas entendu. La manif dont je vous ai parlé, il ne l'a pas vue à la télé. Il y a eu malencontreusement une rupture de faisceau. Et la FR3 de Bayonne n'a pas pu l'envoyer. Je peux vous dire que ce n'est pas les journalistes de Bayonne qui ont fait le coup. Parce qu'ils étaient furieux. Voilà. Et ensuite, quand ses copains de parti, Oxiette et Bianco, ont pondu un rapport qui disait il faut arrêter avec le TGV, il faut inventer un produit ferroviaire, un train qui irait à environ 200 km/h sur les voies existantes. Rousset, il n'a pas écouté, il n'a pas entendu. Quand la Cour des comptes a repris nos arguments, il n'a pas écouté, il n'a pas entendu. Je vais plus vite là. Quand l'enquête publique, une vingtaine de commissaires enquêteurs ont donné un avis défavorable, il n'a pas écouté, il n'a pas entendu. Alors on lui dit que son orgueil et sa vanité le rendent aveugle et sourd. Désormais vous parler d'une enquête, car la commission, il y a une commission qui a été faite pour donner un avis défavorable au fait de créer une LGV, notamment par rapport au fait que la population locale était, comme le disait Victor Pachon, à 92% contre. Face à cette décision, question, qu'a fait l'État ? Je pense que l'État écoute sa population et annule le projet. Moi je pense qu'il réfléchit
et puis ils se décident que ce serait quand même bien d'investir dans les lignes déjà existantes, l'or de notre nation finalement. Moi, je pense qu'ils reportent et puis on met ça 10 ans plus tard sur le tapis. Et non, il déclare l'utilité publique. Il sort la carte Joker, qui sera également appelée le 49.3 du Sud-Ouest. Cependant, on peut quand même préciser que l'utilité publique n'a pas été déclarée sur le tronçon Dax-Espagne, parce que les Basques ont réussi à faire flipper le gouvernement. Voilà, bravo les Basques! Et face à un tel mépris de la part de l'État, il y a des gens qui s'organisent, notamment autour d'Agen. Il y a une ZAD qui prend forme dans des maisons expropriées, rachetées, où des entreprises doivent s'implanter pour penser la LGV. Et donc pendant 1 an et demi, il y a des personnes, tous au surnom de Camille, qui se sont installées. Et au bout d'1 an et demi, question, lors de l'expulsion, combien de personnes, combien de gendarmes, que dis-je, étaient présents face aux 25 zadistes sur le camp? 1 pour 1. Juste ce qu'il faut. Alors moi, si je peux me permettre de citer le commissaire Toit qui était présent à ce moment-là, je dirais qu'il faut quand même se rappeler le site sur lequel on était. C'était une autoroute présente qui avait un danger particulier. Il y avait 4 lieux à investir. Au même moment, une certaine incertitude sur le sol. Voilà, merci beaucoup. Il y avait 500 gendarmes pour 25 zadistes. Soit un ratio de 1 zadiste pour 20 gendarmes. Une réponse toujours proportionnée de la part des forces de l'ordre. On adore. Je vais désormais laisser donc Camille prendre la parole, une personne qui était présente à la ZAD d'Agen. Merci. Ou alors, wow, quelle arrivée, je m'attendais pas à ça, pour un ticket. Les récits croisés d'élite de l'or. Je vous l'avais dit, je vais élargir un tout petit peu. Les luttes, d'abord, c'est les luttes qu'on vit ici. Et moi, je voudrais qu'on s'ovationne tous, parce que ici, c'est une espèce de lutte qu'on est en train de mettre en place, qu'on vit au présent, parce que les luttes, elles s'ancrent d'abord au présent, et même si c'est bien d'avoir conscience du passé pour pas faire les mêmes conneries, et ici, et du coup, bravo à toutes et à tous d'être là, parce qu'effectivement, on n'était pas nombreux à l'expulsion d'Agen, et là, je vois qu'on est bien plus nombreux, et ça me réchauffe le cœur. Merci à la 69 d'avoir à Copa, les écureuils qui sont pris des vertèbres cassées. Merci à tous les collectifs, certains, ça fait 20 ans qu'ils sont sur cette lutte contre la LGV. Merci. Alors Agen, j'y reviendrai, mais moi j'ai pas de mandat et j'aime bien les mandats et j'en ai pas. Et puis si je suis allé à Agen tout le temps parce que c'était des copains, moi j'y ai pas vécu, alors on y reviendra à Agen. Mais je vais vous faire une histoire croisée de ma lutte de vie un petit peu. Vous allez voir, elle se croise avec Agen et elle se croise avec beaucoup de luttes de beaucoup de gens qui sont ici. Elle commence avec les indignés en 2011. Une marche. Vous vous rappelez le mouvement de la Plaza del Sol, del 2 y 13 de mayo? Ils chantaient del norte al sur, del est en oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. Vous la connaissez ou pas? Del norte al sur, del est en oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, la lutte continue coûte que coûte. Après, César, la ZDDL. Oh, là aussi, c'est un peu... Mais ils se sont plantés à César. Ils se sont plantés. Il n'y a pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Comme quoi, implanter une résistance, ça peut marcher. Puis ma petite vie, les luttes syndicales. Ah ouais, juste là-dessus, sur les luttes syndicales, s'il vous plaît. Faut pas confondre un syndicat et un syndiqué. Les syndiqués, c'est des camarades pour la plupart. Les têtes syndicales, c'est des trucs qu'il faut couper la plupart du temps parce qu'ils sont plus proches du patronat que de nous. Mais s'il vous plaît, les syndiqués, dans toutes les luttes, je suis sûr qu'il y a plein de syndiqués ici qui se battent au quotidien pour nos droits, comme nous tous. Merci.
Agen. Ça, c'était le 31 mars 2016, l'évacuation. La veille, on était parti pour un truc qui était la marche contre la COP21. Vous vous rappelez de la COP21, ce grand spectacle à Paname? Il y a une DDL encore, ils avaient fait une marche. Nous aussi, à 15 de Agen, on était partis avec un tipi sur une route, sur un camion. Et on a marché d'Agen jusqu'à Paris. Ça veut dire que c'est là qu'on rencontre Très Grande Vigilance en Albret et tout un tas de collectifs qui sont ici depuis des années et des années. Quand je vous dis qu'il y en a que ça fait 20 ans qui luttent, nous on les a découverts là, bande de petits zadistes qui marchaient. On est arrivé à Bordeaux, on a envahi le conseil régional. Ouais, Alain Rousset, j'en ai entendu parler. Oui, je chantais Alain Rousset, LGV, on n'en veut pas. Alain Rousset, LGV, on n'en veut pas. Alain Rousset, LGV, Alain Rousset, LGV, on n'en veut pas. 2016 déjà. 8 ans. Je pourrais pas parler d'Agen si on parlait pas de Sivins, parce que ça me rappelle Sainte-Soline, la guerre de l'eau. La guerre de l'eau, elle n'a pas commencé à Sainte-Soline avec les méga-bassines, elle a commencé dans cette vallée du Tescou, où il y a des gens qui se sont enterrés face aux machines et qui se sont fait gazer quand la presse n'était plus là. Merci la presse d'être là. Et moi je pense qu'il faut parler à la presse, parce que c'est à 16h quand la presse est partie que les flics ils ont gazé des gens enterrés jusqu'au thorax. Ils sont partis à l'hosto. Et derrière, on a résisté. Derrière, ça s'appelait pas encore des écureuils. On montait dans les arbres. On a résisté. À un moment, on s'est dit, il faut faire un grand truc. Et on a fait un truc un peu comme ici. On a fait un grand week-end de lutte. C'était le 25 et le 26 octobre 2014. Il y en a qui y étaient à Sivins à cette époque-là? Hey. Comme quoi, on est quelques vieux, hein. Et puis il y a eu un incendie. Il y a une cabane de chantier qui a été incendiée et 2 proches, et pour ça, l'État français a décidé de balancer des GM, et ça a été la guerre pendant 48 heures, et Rémi est mort. Rémi, il est mort là, mais il n'y a pas que lui qui est mort face aux armes de la police. Il y en a plein des victimes des armes de la police. Excusez-moi, je suis un peu ému. Mais je voudrais qu'on pense à la violence ordinaire dans tous les quartiers, à Ziad, à Bouna, à Adama, à Théo, à Sanatrek, à tous ceux, et à toutes les victimes du capital en général, parce qu'il y en a partout, de Gaza à l'Amérique du Sud, mais il y a des luttes partout. Et moi, c'est pour ça que je crois. C'est pour ça que moi, je crois en l'être humain. Et c'est pour ça que moi je refuse qu'on me mette une étiquette, et c'est pour ça que je mets pas d'étiquette aux autres. Parce qu'on nous appelait des pulls à pisse. Bah non, on pue pas tous la pisse, on se lave aussi de temps en temps. Voilà, donc si vous aimez pas qu'on vous colle des étiquettes, les collez pas aux autres, il faut faire les choses en son âme et conscience. Et s'il faut passer à l'action et surtout se défendre, comme quand il y a un hélicoptère qui nous harcèle pour nous réveiller, qui nous fout de la lumière, qui nous fout des sirènes, qui nous réveille, c'est quoi? C'est de la torture psychologique? Bah ouais, on a le droit de se défendre, on n'a pas le droit de se défendre! Défendre toujours en bienveillance avec le vivant et construire humblement, tout ensemble, un avenir désirable. Moi c'est Adrien et No Passaray. No Passaray! Et je profite une dernière pour un gros big up à la technique, parce qu'on était 4 à s'être bougé énormément pour que cette scène elle fonctionne. Merci la technique, merci les copains, et merci à toutes celles et ceux qui ont tellement peu dormir tous ces temps pour pouvoir organiser tout ça. Merci à celles qui l'ont fait, celles qui le font aujourd'hui et celles qui le feront demain. Et ensemble, tous ensemble à LGB, il n'y en aura pas. Merci beaucoup. Merci, c'était super. Voilà. Eh ben, maintenant on peut passer à la phase 4 de l'histoire des LGB. Donc la phase 4 qu'on appelait la première coordination des rebelles. À ce moment-là, on va revenir un peu sur cette fameuse déclaration d'utilité publique qui a été faite par l'État. Le fait que l'État choisisse de pouvoir avoir cet agrément, ça a un intérêt selon vous,
Question? Quel intérêt y a-t-il au fait d'avoir l'utilité publique pour un projet comme celui-là? Moi, je pense qu'avant tout, ça permet à des gens de se réinventer dans des espaces un petit peu plus grands, si jamais ils voulaient Le micro. En gros, ça permet l'expropriation des personnes qui sont sur le trajet des LGV. Donc voilà, c'est virer les gens de chez eux sans souci. Et aussi, on entend ou pas? Et aussi, de temps en temps, de passer outre quelques petites normes un peu strictes écologiques, voilà. Voilà, c'est une autre manière de dire aussi que ça permet de niquer tranquillement les espaces naturels sans se poser trop de questions. Donc voilà à quoi ça peut servir l'utilité publique, entre autres. Donc face à cette déclaration, des associations se montent, se mobilisent et décident de réunir leurs forces dans un mode d'action, à savoir les recours juridiques pour essayer d'enrayer le projet ou au moins de le ralentir. Beaucoup de recours juridiques sont portés, certains aboutissent, d'autres non, mais en tout cas il y en a plusieurs qui sont encore en cours, surtout avec l'avancée du projet et le début des travaux. Pour nous parler un petit peu de ça, on a le vice-président de l'association LGVEA qui peut nous parler de ces recours juridiques. Je prends le micro comme ça, c'est plus facile. Vous m'avez déjà volé toute la première partie de ce que je voulais dire, merde. Mais ils ont raison. On va revenir un peu sur ce papier magique que j'ai symbolisé par cette note gribouillée il y a 2 minutes. La DUP, la déclaration d'utilité publique, et bon, voir un peu ce que ça fait. Bon, vous le voyez peut-être pas parce qu'il fait trop jour pour le voir sur cet écran, mais ça permet entre autres les expropriations, de contourner les législations environnementales, c'est vrai, mais ça permet un truc supplémentaire qui est fantastique pour Alain Rousset, pour Carole Delga, c'est de dire, regardez, mon projet a une utilité pour le public. Mon projet, il est super parce qu'il va permettre à tout le monde de mieux vivre et ça va apporter du mieux. C'est une espèce de certificat. Certificat pourri, mais c'est une espèce de certificat qui leur permet de faire à peu près n'importe quoi. Ça, il y a beaucoup d'assauts, de collectifs. Les intervenants précédents, et notamment le premier, a bien rappelé que dès 1992, on a vu la supercherie, on a vu qu'il y avait tromperie derrière. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs assos comme LEA, la CEPANSO, le CAD, TGV en Albré et l'association LGVEA qui se sont réunis au moins dès 2010-2011 pour aller fouiller tout ce projet de fond en comble, de large en travers, tout ça, pour contester chaque étape possible sur le plan légal et sur le plan judiciaire. Alors ça ne veut pas dire que toutes les autres formes de manifestation ont été délaissées, mais pour vous dire à quel point c'est important, on va revenir sur quelques points d'étape qui ont quand même été victorieux et qui nous ont permis d'avoir des arguments qui nous permettent de dire bah non, en fait les gens ils n'en veulent pas de ce projet. Par exemple, dans la première étape, il y a l'enquête publique de 2014. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette enquête publique, mais après une belle mobilisation des collectifs, il y a quand même 2 résultats qui sont sortis et qu'on devrait se rappeler tout le temps, sur lesquels on devrait remettre sur la table. Les lignes nouvelles ne sont pas voulues par la population locale. Les lignes nouvelles ne sont pas voulues par la population locale, il faut que je le répète encore une fois. Dès 2014, la population a dit qu'elle ne voulait pas des lignes nouvelles. Et aussi pour les AFNT, soit disant en passant. L'étape numéro 2, c'est aller directement contester ces petits certificats, dire peut-être que vos certificats ils sont un peu pourris en fait. Et en 2016, il y a un recours qui a été porté par plusieurs associations, dont LGVEA. Et 2 ans plus tard, en 2018, qu'est-ce qui s'est passé? La déclaration d'utilité publique est tombée sur les AFSB et sur les AFNT en première instance. C'est quoi? Ah pardon, ah merde, j'utilise du jargon. La déclaration d'utilité publique, donc le petit papier magique là, qui dit qu'on peut faire n'importe quoi. Les AFSB, pour rappel, c'est la première partie du projet de Bordeaux jusqu'à à peu près Saint-Médard-des-Rangs. C'est des aménagements ferroviaires pour dire soi-disant oh tiens, regardez, on va faire passer plus de trains du quotidien, alors qu'en fait c'est une grosse rampe d'accélération pour les LGV. Et les AFNT, c'est exactement la même chose, mais au nord de Toulouse. Donc, plusieurs collectifs sur le long du trajet commencent à dire « Oula, ça pue ». Ils font beaucoup de travail, ils font même des demandes d'expertise complémentaires via d'autres cabinets.
Et à la fin, comme je vous le dis, 2014, l'enquête publique dit cette LGV, la population locale n'en veut pas, ni des AFNT. Et en 2016-2018, la justice dit précisément que la déclaration publique pour ces aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux et ces aménagements ferroviaires au nord de Toulouse, on les rejette. Ils n'ont pas de valeur. Et ça, c'est une grande victoire. C'est une grande victoire parce que, certes, ça ne fait pas capoter le projet tout de suite, mais par contre, ça le ralentit. Et ça le ralentit tellement que, je crois que vous allez en parler après, mais ça l'enlise, ça l'ensable. Et du coup, ils ne veulent plus avancer. Ça avance plus. Bref, c'est le message un peu que je veux faire passer sur ces premiers collectifs qui se battent sur le plan juridique et qui continuent de se battre sur le plan juridique parce que, pour information, en ce moment même, l'association LGVEA, entre autres, porte un recours devant le tribunal administratif contre l'extension de la déclaration d'utilité publique sur les AFSB. Et s'il n'y a pas d'AFSB, il n'y a pas d'LGV, ça faut bien le comprendre. Se concentrer aussi sur ces petites parties de la LGV, c'est des luttes très importantes, qu'elles soient au niveau juridique ou sur le terrain. Je regarde ce qui me manque parce qu'il me manque 2-3 trucs. Ah oui, il y a un truc qui est très important. Le fait d'aller pointer du doigt leur certificat. Il faut toujours leur rappeler à ceux qui, dans les médias, se vantent de l'utilité publique de ce projet. Le fait d'aller le pointer, de dire « bah non, on a déjà eu des victoires sur ces petites batailles juridiques », c'est d'éviter de remettre en cause le côté incontestable de la LGV. Il y a une petite musique, vous l'avez déjà vu dans les médias déjà sur le traitement de cet événement. Ou même dans les semaines précédentes, la déferlante médiatique pour vanter les mérites du projet. Je ne sais pas si vous avez vu cet article pour dire « Poitiers-Toulouse en 2 heures, c'est bientôt, ça arrive !» Et bah, le fait de faire ces recours juridiques, c'est aussi leur écorcher cette image, leur dire « Non, en fait là, l'utilité publique, c'est juste un rêve que vous essayez de... Enfin, c'est votre rêve que vous essayez de vendre, mais... Concrètement, sur le terrain, il y a des milliers de personnes qui se lèvent, qui viennent dans des rassemblements comme celui-ci, et qui disent non, on n'en veut pas de ce projet. La justice ne doit pas être un outil pour ces grands dirigeants et pour ces grands puissants pour qu'ils puissent faire n'importe quoi. J'aimerais dire à Alain Rousset que, au lieu de venir nous faire chier avec son grand projet du Sud-Ouest, au lieu de venir dans la presse pour dire oui, regardez, ça va favoriser tout le monde. Déjà qu'il s'occupe des casseroles qu'il a au cul, qu'il s'occupe de ses conflits d'intérêts avant de parler du bien commun. Nous resterons déterminés jusqu'au bout pour le faire échouer sur tous les aspects. Que ça soit sur le terrain, que ça soit dans les cours de justice, nos passarailles. Merci beaucoup. Alors maintenant on passe à la phase 5 du projet qui est, comme l'a dit Sacha, grâce notamment à ces recours juridiques qui ont été utilisés, il y a en 2017 un abandon temporaire du projet. Et oui, le projet est vraiment enrayé en 2017. Alors on a plusieurs idées de pourquoi ça, donc notamment les mobilisations des collectifs, notamment la mobilisation basque. Il y a également le fait que dans ce contexte-là, il faut se rappeler qu'en 2017, Notre-Dame-des-Landes, le projet est également abandonné. Donc c'est tout un contexte d'abandon de ce genre de projet. Mais en parallèle, d'autres choses se montent. Il y a l'inauguration de la LGV Bordeaux-Paris avec du coup la gentrification de grands quartiers, des quartiers proches de la gare, avec notamment des projets d'aménagement comme les projets Euratlantique. Et pour nous parler un peu de ça, des collectifs se montent et on a un habitant de Bec qui peut venir nous parler des luttes qui se font autour des projets de ce genre. Voilà, on l'accueille. Salut, ça va être vachement moins intense que ce qu'il y a eu avant parce que j'ai pas trop eu le temps de préparer. En gros, oui, effectivement, le projet, comme celui que connaît Bordeaux avec Euratlantique, il se développe en lien très étroit avec tous ces projets-là de LGV. Euratlantique assume plutôt bien sa filiation avec le projet de LGV Paris-Bordeaux qui a donc ouvert Bordeaux
en moins de 2 heures à la capitale, donc ça a ouvert des possibilités d'accueillir des nouvelles populations économiquement florissantes, on va dire. Et du coup, la nécessité de rendre les alentours de la gare attractifs, donc attractifs pour ce nouveau type de population intéressant économiquement. Du coup, pourquoi ça pose problème? Parce qu'en fait, tous ces projets-là, que ce soit les LGV, les gros développements urbains qui, sous couvert de modernisation, d'aménagement et de rénovation des quartiers, en fait, participent à des dynamiques de gentrification, ou alors les projets de LGV, je sais pas si je l'ai dit, enfin LGV autoroute et tout, c'est qu'en fait tout ça contribue à un même monde. C'est ce monde-là qui nous précipite droit vers la catastrophe, avec des gros pôles urbains qui vont être reliés entre eux par des grandes lignes droites, où on va privilégier en fait le flux le plus rapide possible entre des gros pôles toujours plus densifiés, toujours plus attractifs économiquement, avec des déserts entre tout ça qu'on va couper toujours plus vite en se désintéressant complètement de ce qui s'y passe, alors qu'il s'y passe de sacrées choses. Et donc, contre ce projet-là d'Euratlantique, il se passe déjà 2-3 trucs. Moi, j'étais parti sur un peu à l'arrache sur parler de quelques initiatives qui se passent déjà. Donc, il y a des collectifs qui se montent depuis un certain temps. Il y a le collectif Amédée Sacré-Cœur qui est donc directement concerné par ces réaménagements derrière la gare, qui se battent depuis un certain temps, ne serait-ce que pour obtenir un espace vert digne de ce nom, et c'est loin d'être une évidence. Parce qu'en gros, il y a notamment dans la rue Amédée Saint-Germain, qui est une rue où il y a pas mal d'échoppes, et ils se retrouvent avec des tours. Ils sont en train de construire un mini quartier de la Défense, c'est assez moche. Avec d'ailleurs un immeuble qui a une belle inspiration mussolinienne. On ne sait pas si c'est fait exprès ou pas, mais c'est assez rigolo. À Bègles, il y a le collectif Euratlantide qui s'est monté, Euratlantide avec id à la fin, parce que selon certaines prévisions, d'ici peu d'années, Bègles sera sous l'eau, au rythme où va la montée des eaux, et en prenant en compte le fait que les projets comme Euratlantique participent directement encore une fois, tout ce monde-là qui nous précipite droit vers la catastrophe. Le collectif a choisi ce nom-là, et je résume très grossièrement, j'espère pas trop grossièrement, mais en gros l'idée de ces collectifs c'était d'essayer de forcer Euratlantique à tout simplement prendre en compte la parole des habitants et des habitantes, parce que concertation après concertation, on se rendait compte un peu partout que c'était souvent la même chose, et c'est souvent la même chose avec les projets de ce genre. On nous expliquait ce que ça allait être, on avait le droit de dire qu'on n'était pas d'accord, et puis ensuite on avait le droit de rentrer chez soi et de voir les trucs se faire exactement comme si on n'avait rien dit. Et donc, il y a des collectifs citoyens parfaitement légaux, etc., qui se sont montés dans l'idée d'appuyer un peu, de pousser vers une prise en compte de la parole des gens qui vivent déjà sur place, avant d'invoquer l'intérêt des futurs habitants dont on ne sait rien. C'est un peu une espèce de truc abstrait avec lequel on peut justifier n'importe quoi. Il y a aussi des lieux associatifs qui contribuent à une certaine forme de lutte contre Euratlantique. J'avais envie de parler d'un lieu en particulier, qui est le jardin l'éphémère de Bègles, qui a... Je vois qu'il y a des adeptes. Donc ce jardin, il a commencé à l'origine comme une occupation assez spontanée d'une friche par des habitants d'un quartier de Bègles, qui trouvaient dommage d'avoir une friche clôturée en bout de quartier, et qui ont commencé à y faire des trucs ensemble, à l'investir, à y faire pousser des choses, etc. Et au fil des années, ce lieu-là a grandi et est devenu un lieu important de la vie culturelle bèglaise. D'ailleurs, il a fêté très récemment ses 10 ans. Donc un éphémère qui dure 10 ans, c'est déjà pas mal. Et en gros, ce qui est beau avec les lieux comme celui-là, c'est que même sans s'afficher ouvertement en lutte contre Euratlantique, par exemple, rien qu'en étant ce qu'il est, c'est-à-dire un lieu où on se rencontre, on prend le temps de se rencontrer, de discuter, de s'entraider, d'apprendre à discuter, à s'intéresser aux autres, à se débrouiller ensemble, à s'intéresser à ce qu'il y a autour de nous et comment faire en sorte que ce qu'il y a autour de nous vive et vive mieux. Rien qu'en étant ce qu'il est, en fait, ce projet porte une vision de la vie sociale, du faire société ensemble et du faire ville ensemble, qui est radicalement
radicalement à l'encontre du projet de ville que porte Euratlantique, c'est-à-dire des quartiers avec des tours immenses, toujours plus antisociaux, toujours plus policés et policiers. Et ça a aussi le mérite, en fait, pareil, rien qu'en étant ce qu'il est, de mettre en lumière l'absurdité des argumentaires écolos d'Euratlantique, qui se donnent beaucoup de mal à se verdir l'image, alors qu'en fait, tout persiste à montrer que ce projet est hors sol à plus d'un titre, complètement polluant, complètement à l'encontre de tout ce qu'il faudrait faire pour réduire au maximum l'impact catastrophique de ce genre de projet. Et en parallèle de tout ça, il y a aussi des groupes, des collectifs beaucoup plus informels qui s'organisent, et notamment à Bordeaux et aux alentours, il y a des groupes de squatteurs et de squatteuses qui s'organisent, ou en tout cas qui essayent de s'organiser tant bien que mal, pas spécifiquement contre Euratlantique, mais globalement contre toutes les formes d'expulsion, d'expropriation, d'accaparement foncier et de propriété lucrative. Alors c'est un vaste programme, et on n'est pas beaucoup, mais c'est globalement tout ce qu'incarne Euratlantique parfaitement, donc bon, les frictions sont assez compréhensibles. D'autant plus que dans ces milieux-là, on commence à être un peu agacé par l'argument social qui est brandi justement par Euratlantique pour mettre des gens à la rue. Ça paraît un peu absurde, mais on en arrive à des sommets d'indécence comme de grands responsables d'Euratlantique qui affirment à des squatteurs qui aident des gens à se loger que c'est de leur faute si les gens sont dans la précarité, parce que les squats maintiennent les gens dans la précarité. En omettant un léger détail qui est que, en l'occurrence, on parle de gens qui, sans les squats, seraient tout simplement dans la rue, souvent avec des enfants en bas âge, et que c'est des populations qui sont tellement précarisées, tellement marginalisées, que de toute façon, elles n'auraient absolument jamais accès au type de logement social tel que les porte Euratlantique, qui en fait, voilà, c'est toujours une locution, le logement social, qui permet de justifier n'importe quoi, et notamment les expulsions, en disant « oui, mais il y a des squatteurs, du coup on ne peut pas faire de logement social et loger des pauvres, du coup on va mettre une vingtaine de pauvres à la rue, on va leur proposer 3 nuits d'hôtel à l'autre bout de la métropole, et puis tout va bien se passer. » J'ai oublié. Oui, donc il y a un peu toutes ces initiatives-là qui se font par rapport à Euratlantique et globalement par rapport au reste, aussi tous les autres expulseurs, tous les autres bétonneurs. Et pour l'instant, à Bordeaux, le projet Euratlantique, alors certes, il est un peu gêné aux entournures par ces initiatives-là qui lui mettent un peu des bâtons dans les roues, par certaines personnes qui sont un peu récalcitrantes et qui le font savoir régulièrement. Mais il se fait quand même, petit à petit, le projet fait son chemin. Et on est encore très loin de la force de mobilisation d'un camp de 5000 personnes, au hasard. C'est déjà un bon signe de voir que ces initiatives-là, sans forcément qu'il y ait de lien direct entre elles, mais en tout cas ne se rejettent pas forcément les unes les autres, et que des liens peuvent s'envisager. Et je pense par contre qu'il va falloir peut-être réfléchir à une forme d'intensification des choses qui sont déjà faites, et de réfléchir à des moyens de peut-être passer à une vitesse supérieure. Donc voilà, j'ai envie de dire à suivre activement, le plus activement possible. Merci beaucoup. On m'a dit dans l'oreillette que cette nuit, Euratlantique a été attaqué, pas attaqué, mais qu'il y a eu une action contre Euratlantique cette nuit. Mais non! Et oui, qui a été recouvert d'un extincteur, donc bravo, la lutte continue, c'est super. Donc si le projet a été abandonné en 2017,
tête. En 2021, après le Covid, il serait temps de relancer un petit peu la croissance et l'économie. Donc le projet ressort des tiroirs et ni une ni deux, Alain et Carole, présidents donc, de la région Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, partent racketter les collectivités locales pour financer le projet, puisque ces collectivités le financent à hauteur de 40%. Et quand je dis collectivité, je parle surtout des habitants qui vont payer une taxe qui s'appelle la TSE, la taxe sur les équipements, pendant 40 ans. Ça, quel plaisir. Nous, on n'est pas des professionnels. Le 10 Burj Khalifa. Je pense que LJ Vanina qui prend la parole juste après pourra répondre à ta question. Michel à la régie. Voilà, je vous laisse admirer ces 3 superbes photos. Donc on a Tahiti, Rome et la vallée du Ciron. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Selon vous, dans lequel de ces 3 espaces une ZAD a été décidée? Et oui, Tahiti. Et non, la vallée du Ciron, bien évidemment. Car LGV Nina, en 2022, a déclaré que la vallée du Ciron était une zone à défendre. Mais je pense qu'ils pourront en parler beaucoup mieux que moi. Je vais d'abord donc laisser la parole à Richard et Marie-Christine de LGV Nina. Oui, alors bonjour. Bon, en réalité, moi je m'en fous, quoi, parce que d'ailleurs c'est écrit là. Hein. C'est simplement le bruit de l'hélicoptère qui m'a dit il se passe quelque chose et je vais venir faire un tour. Bon, je me promenais sur les bords du Ciron là-bas et j'ai vu qu'il y avait des voitures ensablées. Je pense que c'est le microclimat du Ciron qui arrive à de telles extrémités. Bon, le collectif Nina, il est né il y a 2 ans et demi. Et effectivement, à une réunion, enfin un rassemblement, nous avions effectivement, non, c'était Antonion, nous avons effectivement déclaré la vallée du Ciron zone à défendre. En disant que de toute façon, c'était prioritairement aux habitants du territoire de défendre la vallée du Ciron, leur territoire. Mais que si cela ne suffisait pas, il ne faudrait pas s'étonner si des gens viennent d'ailleurs également pour apporter leur soutien. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. La vallée du Ciron, de toute façon, nous ne laisserons pas la vallée du Ciron se saccager. Hein, là, il faut être clair. Le collectif Nina, il vient à la suite aussi de tout le travail qui a été fait précédemment par les associations. Bon, moi-même, je faisais partie d'une association, mais il y a des associations qui se sont battues bien avant. Il y a eu une coordination d'associations et ça a obtenu aussi quand même certains résultats. Et comme l'a dit le camarade tout à l'heure, n'oublions pas que l'enquête publique a donné un avis négatif à ce projet, un avis défavorable. Bon, ils s'en foutent, ok. Mais de toute façon, c'est aussi ce qui fait une partie de notre légitimité. Il n'y a pas que ça, mais ça c'est important aussi de le dire. Ce n'est pas un projet d'utilité publique. Ça n'a pas été reconnu comme un projet d'utilité publique, quoi que veuille dire Rousset Delga. D'ailleurs, je pense qu'il va falloir changer le nom du GPSO et marquer Guyot Project Sud-Sud-Ouest. Parce que on sait bien que le préfet qui a été envoyé ici, c'est le préfet du GPSO. Alors, c'est vrai que la lutte se développe depuis quelques années maintenant, elle a toujours existé, mais là actuellement ça a pris une importance quand même assez importante, enfin ça a pris de l'importance plutôt, et c'est ce qu'il faut continuer à travailler. Il faut continuer à travailler dans le territoire et vraiment faire en sorte que les gens prennent ça en main, quoi. On n'est pas encore assez nombreux, on n'est pas encore assez organisés, et ces rassemblements-là, comme il y en aura d'autres plus tard, de toute façon participent effectivement à la mobilisation. Moi je sais que j'ai vu ici des personnes qui habitent l'Hermé-Musset, donc qui sont les voisins. Et ça c'est important. On a absolument besoin d'avoir la participation des habitants pour défendre le territoire. Alors, on a déjà remarqué quand même que quand... C'est difficile de faire venir les gens à des réunions, on le sait.
Mais par contre, quand on a eu besoin, quand on a eu fait les sarabandes, quand on a eu fait les événements que l'on avait programmés, on a toujours fait appel à des gens qui sont venus. Et ça, c'est important de solliciter les personnes. Il faut absolument, faut pas hésiter à solliciter les personnes et à leur donner des responsabilités. Ça, de toute façon, on l'a toujours fait, on va continuer à le faire, mais il faut développer ce côté-là. Alors, je pense que maintenant, la lutte va continuer et la copine va vous dire un petit mot aussi. Donc dans la continuité de ce que le collectif a fait, donc nous on veut continuer l'ancrage dans le territoire et continuer à mobiliser les gens dans le territoire pour qu'ils prennent vraiment conscience du projet. Donc dans cette idée-là, on vous donne rendez-vous le week-end du printemps, 21, 22, 23 mars. Notez bien dans vos agendas. Donc on prévoit un week-end festif, mais aussi de réflexion et de débat au bord du Ciron, à Bernos-Bolac. Donc on compte sur vous et on va faire en amont, on va faire des ateliers, notamment par exemple pour ces mains géantes, pour lesquelles ceux qui utilisent des petites bouteilles en plastique, on veut bien les récupérer, et ceux qui souhaitent participer donc aux ateliers qui auront lieu en amont donc de ce rendez-vous, vous inscrire, venir sur notre stand, laisser votre adresse mail parce qu'on aura besoin de toutes les mains, de toutes les personnes, de toutes les volontés pour nous aider à préparer ce week-end. Et on a une petite adresse pour Monsieur Rousset. C'est sur une chanson de Claude Nougaro. Regarde-la, ta ligne, elle s'appelle Bidon. Bidon, 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 ligne, la laisser passer, c'est con. Dans la vallée, l'herbe y est douce, du béton, faut pas couler. Dans la hêtraie, les arbres poussent, quand la nuit, faut pas casser. Une rivière y coule, c'est le Ciron. Tu peux garder ta ligne, où c'est. Dans tous nos ventres aussi, j'ai l'impression qu'on a tous un petit peu faim, donc c'est une annonce générale au collectif. Peut-être qu'un petit peu de concision, c'est pas en trop. Voilà. Je vais désormais passer la parole à Léonie de Desraya. Merci. Oui, je voulais juste dire un mot sur mon collectif. Du coup, on est quelques-uns ici, c'est le collectif LGV de Desraya. Donc c'était juste pour montrer la diversité, encore une fois, de tous les collectifs. Il y a quelques collectifs qui se sont montés récemment. Donc Nina, ça fait 2 ans. Il y en a 2 autres au sud de Bordeaux. Et nous, on est dans le Réolais. On a tout juste 1 an. Et en fait, donc le Réolais, c'est pas sur la ligne. Et nous, on est le seul collectif, je crois, qui est éloigné du tracé. Et on s'est rendu compte que par chez nous, les gens n'étaient vraiment pas du tout informés de ce projet. Et donc on s'est dit, en fait, il faudrait qu'on fasse des réunions, etc., qu'on dise aux gens vraiment qu'on informe, parce que c'est pas possible, quoi. Et donc on s'est dit, ok, on va faire une réunion publique. Mais une réunion publique où, dans nos petits villages, on voudrait faire un truc, taper un peu plus fort et faire une grosse réunion publique, qu'on entende parler de nous avec une mobilisation, tout ça. Donc finalement, on a organisé notre première réunion publique à La Réole, avec l'aide de Nina, qui nous a mis en contact avec plein de gens, etc. Et il y a eu pas mal de collectifs qui ont rejoint le truc, il y avait une grosse mobilisation à la gare, il y a eu plusieurs intervenants, des élus, des militants, plein de gens très différents. Et cette mobilisation-là, pour une première, on était 400. Et on était très contents. Du
fou de voir les gens qui réagissent comme ça, et donc on continue à informer vraiment partout. Et le week-end dernier, juste pour une petite anecdote, on était à Place Publique, le nouveau parti de Glucksmann, et encore une fois on a interpellé nos élus et on leur a dit coucou, nous vous connaissez ici en Aquitaine, on a quand même un super projet, c'est un des plus gros, le plus gros de la décennie, le plus gros projet d'infrastructure de la décennie actuellement en France, quand même vous devriez être au courant. Et ben non, ils n'étaient pas au courant non plus, donc on leur a demandé de se positionner. Voilà, donc on continue en fait à informer partout, nos élus, à interpeller, etc. Et vraiment je voulais remercier tout le monde pour l'organisation et le fait de vraiment voir la diversité de nos collectifs et la diversité des forces de frappe, c'est hyper beau, et la réussite de ce week-end, vraiment c'est top. Et voilà, juste, donc il n'y a pas besoin d'être sur le tracé pour être concerné, et ça c'est le message que nous on porte à Desraya, et que vraiment on voudrait qu'il soit porté partout, et ce projet-là c'est d'ampleur nationale. Nos passarailles. Donc l'Alliance Rebelle, le gouvernement revient à la charge et les collectifs se rencontrent, ressortent de terre, communiquent entre eux, et ils créent la coordination LGB Merci en 2023 qui porte cet événement aujourd'hui. LGB Non Merci, bien sûr. Fatigue générale. Voilà. Ah oui, on a une mini question bonus. Combien pensez-vous d'élus locaux sont contre le projet? Question. Ah, c'est tous. Oui, c'est tous, bravo. Et oui, c'est tous. Tous les élus de Gironde, du Pays Basque, de la Garonne sont contre et s'engagent contre le financement de la LGB. C'est dire. Donc maintenant, on va laisser la parole au collectif LGB Bordeaux Métropole, qui va justement nous parler un peu de, dans le contexte de cette coordination de LGB Non Merci, comment est-ce qu'il y a des collectifs qui ont pu s'allier, donc notamment LGB Bordeaux Métropole, LGB Bordeaux Métropole, LGB Bordeaux Métropole Sud et LGB Nina, et qui ont pu ensemble mener des actions légalistes. Donc on leur laisse la parole. Et bonjour, du coup on va essayer de vous expliquer un peu c'est quoi l'actualité de la lutte et vous montrer comment les collectifs en fait ils font pas des trucs tout seuls dans leur coin, mais on essaie de s'allier à travers la coordination LGB Non Merci. Donc on a parlé tout à l'heure de l'enquête publique de 2014, mais en fait en ce moment c'était cet été l'enquête publique environnementale des aménagements ferroviaires du sud de Bordeaux. Donc en fait ce qu'on a fait entre le collectif Stop LGV Bordeaux Métropole pour les transports du quotidien, Alt LGV Sud, LGVEA et LGV Nina, on s'est mobilisé, on a créé une alliance pour que en fait, les gens répondent à cette enquête publique environnementale. Et en fait, le préfet, ce qu'il a fait, c'est faire l'enquête en plein milieu de l'été. Donc nous, ce qu'on a fait, on s'est aussi allié aux élus pour déjà demander au préfet que l'enquête publique, elle soit prolongée et qu'on puisse quand même amplifier la réponse. Donc j'aimerais quand même souligner que les élus, ici localement, sont quand même des alliés qu'on peut mobiliser et qui peuvent nous aider. Et donc l'enquête publique environnementale, oui, c'est pas partout le cas, donc ça vaut le coup quand même de le souligner. L'enquête publique environnementale, c'est quoi ce truc-là? En fait, c'est le point de passage obligé réglementaire quand on a un projet qui impacte des espaces naturels et qui risque de détruire des espèces protégées. Et donc ce qu'a fait tous ces collectifs, c'est déjà des réunions d'information. Et nous, on est très contents du résultat parce qu'en fait, on est sortis renforcés dans nos convictions sur le GPSO à travers les réponses des gens et par la masse impressionnante d'avis argumentés, passionnés, indignés. Et juste, j'aimerais en citer quelques-uns. Ce projet est incompréhensible. Doubler une ligne de chemin de fer déjà existante et détruire des hectares de biodiversité, de forêt, alors qu'il suffirait uniquement de moderniser la voie existante. Les aménagements sont basés sur des chiffres fantaisistes, et c'est un élu, Loïc Prudhomme, qui le dit. 80 000 montées et descentes à Bègles pour 32 000 actuellement. Donc on a des chiffres fantaisistes qui sont apportés par les promoteurs du projet pour nous faire passer ce projet en force. Et les gens, ils savent que le saccage environnemental, que ça va être si ce projet se fait.
Alors je vous propose d'écouter par exemple la nature. Y avez-vous pensé? Un écosystème tel que le nôtre, avec toutes ses particularités, ne pourra plus jamais exister. Je ne souhaite pas être responsable vis-à-vis des nouvelles générations d'un tel massacre. Un saccage tel que celui-ci, c'est non compensable. Et c'est toujours un élu, tiens, Jean-Luc Glaise, président de la Gironde, qui le dit. La riche biodiversité girondine ne peut être sacrifiée sur l'autel de la grande vitesse, sans espoir de réelle compensation et restauration, puisque la compensation des zones humides est impossible. Les gens sont experts de leur vie, et c'est Pauline Dupouille de LGV Nina qui se plaît à le rappeler. Ils savent ce dont ils ont besoin. Ce dont les habitants ont besoin, ce sont de TER, de trains du quotidien, des petits déplacements, courts mais fréquents. Pas besoin d'une nouvelle ligne pour ça. Ce que cette enquête publique environnementale nous a appris aussi, c'est des choses qui nous renforcent dans notre commission de combattre les promoteurs avides et leurs serviteurs zélés. C'est la collusion inacceptable entre les organisateurs de cette enquête, dont la conclusion est de la pure paraphrase de la propagande de SNCF Réseau. La litanie des arguments stéréotypés qui vendent la grande vitesse, les connexions sur un maillage européen entre les grandes métropoles, et ils sont allés jusqu'à justifier la nécessité des AFSB en disant que c'était le point d'entrée des nouvelles lignes. Et pour terminer, on veut souligner aussi l'hypocrisie mensongère des intentions en ce qui concerne les compensations aux dégâts causés à la nature et aussi aux soi-disant améliorations des trains du quotidien, et on sait tout ça que ce n'est pur mensonge. Alors apprenons et battons-nous avec ces arguments pour engager des suites sur cette enquête environnementale. Merci. Et donc il se trouve que j'ai lu le même article dans la presse que Victor Pachon. Donc Alain Rousset a bien dit dans la presse: je ne suis pas sûr que les soulèvements de la Terre écoutent et entendent. Ben moi, il y a une chose dont je suis sûre, c'est que Alain Rousset, il n'écoute pas et il n'entend pas ce que les habitants ici en Sud-Gironde, de Lot-et-Garonne, de Pays Basque ont à lui dire. Et nous, on écoute et on entend tout ce que les gens ont à dire, notamment à travers les enquêtes publiques. Merci beaucoup. Et un grand merci au propriétaire du terrain, Philippe. Merci Philippe, merci. Merci Philippe, sans toi c'est pas là. En parallèle de tout ça, il y a d'autres modes d'action qui se montent, et notamment les sarabandes. Donc nous, on ne sait pas trop ce que c'est, donc c'est pour ça qu'on a demandé à un collectif qui est Stop LGV 47 de nous parler un peu de la sarabande. Nous, tout ce qu'on a vu sur Wikipédia, c'est que c'était une danse apparemment, mais on aimerait bien en savoir plus, s'ils veulent bien nous en parler un petit peu. De manière concise. Bonjour, donc je représente le collectif Stop LGV 47, et avant de parler de la sarabande, je vais vous parler de notre petite historique qui est très... On n'existe que depuis 18 mois et on a pris le relais de deux assos lot-et-garonnaises qui mènent la lutte depuis des années, que sont TGV Anne Albret et ASCLG, Association de sauvegarde des coteaux et landes de Gascogne. Un big up à ces deux assos qui ont mené la lutte pendant longtemps. Donc, ils nous ont fait confiance et on a repris la lutte il y a 18 mois. Et donc du coup, on a fait une sarabande, effectivement, qui était la 2 à la suite de la sarabande 1 organisée par LGV Nina. Donc la sarabande 1 s'était arrêtée à Saint-Michel-de-Castelnau, à la Papette, pour ceux qui connaissent. Un big up à la Papette aussi.
Et nous sommes allés jusqu'à Guyane. On a fait une sarabande de 2 itinérantes sur 2 jours. Et ça s'est très bien passé. Et donc la sarabande pour moi ça veut dire un moment festif, joyeux, dansant et avec beaucoup de convivialité. Et c'était un super événement que nous sommes très contents de l'avoir organisé. Et on espère travailler rapidement sur la sarabande 3 pour continuer sur le trajet avec nos amis et nos camarades du Tarn-et-Garonne. En parallèle de Stop LGV 47 depuis 18 mois, on est rentré dans le collectif LGV Non Merci depuis 1 an. Nous travaillons régulièrement avec ce collectif qui nous apporte beaucoup à tous et à toutes. Et tous ensemble, on avance vite et c'est grâce à ce collectif LGV Non Merci que cet événement ce week-end a pu se tenir. Donc merci à LGV Non Merci, merci à tous les gens qui participent de loin ou de près à ce collectif et on va continuer à faire du bon boulot j'espère pour aller plus loin dans la lutte tous ensemble et tout ensemble. Au niveau de l'actualité du Lot-et-Garonne, là nous allons être dans des périodes de réunions publiques, de sensibilisation pour tous les projets annexes à la LGV que sont les gravières, les packs agri-photovoltaïques, les réacteurs nucléaires dans le Blayais ou à Golfech pour empêcher tous ces projets qui sont des projets annexes à la construction de la LGV. Donc nous allons avoir les périodes, mais nous avons aussi un point d'occupation dans la Haute-Garonne, au niveau de Saint-Jory, près de Saint-Jory, exactement à Castelnau d'Estrefond, depuis le 1er septembre, avec d'abord l'aide du GNSA et maintenant avec les militants et les militantes du collectif LGV Non Merci, nous occupons un petit bois qui est le long du canal, car ce bois est sur le tracé de la LGV et doit être rasé. Donc nous invitons tous les gens qui sont disponibles à venir occuper ce lieu qui, jusqu'au 15 novembre normalement, les arbres peuvent être abattus, donc il faut défendre le lieu pour empêcher NGE de faire l'abattage et de déchiffrer le terrain. Donc si vous êtes dispo, d'accord, ok, voilà, donc ça aussi ça fait partie de l'actualité. Sinon, je vais le dire, on ne lâche rien, on ne lâchera rien, et tout ce qui ne sera pas défendu sera détruit. Bonne journée. Janvier 2024, les projets, les travaux démarrent, malgré les recours juridiques qui sont encore en cours et les financements qui ne sont pas bouclés. Donc les collectifs s'activent, il y a des premières occupations de maisons, de fermes menacées de destruction. On trouve également des hirondelles sur les tracés, donc il y a un recours parce que, sachez-le, les hirondelles sont des animaux protégés. Voilà, et je vais laisser la parole à Acte LGV Bordeaux Sud pour nous parler de ces actions-là. Bonjour, je vais vous parler rapidement de ce collectif qui est né il n'y a pas très longtemps. Et on est basé sur le périmètre des AFSB, c'est-à-dire entre Bègles et Saint-Médard-d'Hérens. En fait, on existe depuis 1 an parce qu'on a estimé qu'il était grand temps quand même d'arriver à animer la contestation sur ce secteur qui était un désert d'indifférence, on peut dire, et puis de monter des actions avec les autres collectifs, de venir ouvrir un peu et apporter de la diversité dans le collectif LGV Non Merci. Donc c'est ce qu'on a fait avec des petits événements locaux. Et puis là, il faut dire que maintenant le temps presse parce que les travaux préparatoires ont démarré sur notre secteur. On voit des machines, on voit des forces de l'ordre, on voit beaucoup d'agents SNCF et on sait qu'ils attendent le feu vert pour démarrer les travaux. Donc cette année, on a réalisé des blocages imprévus, mais qui ont bien marché. Donc c'était en janvier, le 16 janvier, et on a remis ça au mois de juillet. Bon là déjà la tension était beaucoup plus forte sur l'événement, et on se dit que on a beaucoup à prendre, parce qu'on est un petit collectif nouveau, et on attend de la diversité de LGV Non Merci, et de tous ceux qui sont présents, une force pour pour continuer ce combat et arrêter ce projet. Merci. Petite question.
s'est appelée la marche action occupation de la ferme de l'Escopé en hiver 2024. L'aile ou la cuisse, la soupe aux choux ou la grande vadrouille. Et oui, c'est la grande vadrouille, vous remarquerez, les lettres de chaque mot sont LGV. Bien joué. Pour nous parler un peu de cet événement, on va accueillir la souris Soussou de BSS pour nous parler un peu de la grande vadrouille. Coucou tout le monde, moi c'est Soussou la souris. En fait, je participe aux réunions de BSS en sous-marin, je suis juste en dessous et je les écoute. Et donc je peux vous retranscrire ce qu'ils se disent en réunion. D'ailleurs pour les RT, s'ils veulent me recruter, je suis disponible. BSS, c'est qui? Bonne question, c'est Bordeaux se soulève. En fait, c'est un comité local des soulèvements de la Terre qui a été créé après la dissolution, la fausse dissolution des soulèvements de la Terre. Donc c'est un groupe local qui est à Bordeaux, j'ai du mal un petit peu à lire, et donc qui a travaillé pour faire la Grande Vadrouille. C'était un événement contre les AFSB, donc aménagement ferroviaire du sud de Bordeaux. Et donc là, le but du jeu, c'était d'amener un petit peu le triptyque des soulèvements. Est-ce que vous le connaissez? Le triptyque des formes d'action des soulèvements qui sont l'occupation, le blocage et le désarmement. Et donc là, dans cette volonté de faire une date donc, autour des AFSB, il y a eu cette ferme. Bon, il y a eu une balade très très fun, et il y a eu une ferme qui a été occupée pendant tout un week-end pour y commencer à travailler une certaine forme de lutte, et notamment faire la fête, parce que faire la fête, c'est une forme de lutte. Voilà, donc la volonté de Bordeaux se soulève, juste pour expliquer un petit peu ce groupe local, c'est s'organiser contre l'accaparement des terres en Gironde, mais bien plus largement sur toute la ligne entre Bordeaux, Toulouse, Dax, hein, on connaît bien ça. Bordeaux se soulève, c'est pas mal d'individus qui aussi ont au fond d'eux, qui portent la lutte LGV depuis quelques temps, et donc ce rapprochement a été naturel avec LGV Non Merci, et des membres de Bordeaux se soulève ont participé à ce que tous ces collectifs-là se remettent derrière la même bannière. Donc on a une dimension d'engagement, on a une volonté d'aller un peu plus loin dans les formes de lutte, et il y a eu beaucoup de discussions entre les différents collectifs. Vous voyez bien la pluralité des collectifs, et donc il y a eu beaucoup de discussions, notamment pour savoir quelle forme d'action on pourrait avoir sur les modalités d'action sur les différents événements qu'on pourrait créer. Et donc il y a eu la Grande Vadrouille, et puis il y a eu aussi aujourd'hui et ce week-end donc freinage d'urgence qui a été coporté avec les soulèvements de la Terre et LGV Non Merci. Donc nous, on est là pour dire non au grand projet inutile, on est là pour dire non à Rousset, non à Delga, oui à nous, oui à notre énergie, oui à notre amour. Et ça, on voudrait bien le préciser, les soulèvements, c'est de l'engagement, mais c'est aussi beaucoup d'amour. Voilà. Donc, ça va. Maintenant, on va parler un peu du fait qu'on a beaucoup parlé de la région bordelaise, mais il se trouve que le projet c'est Bordeaux-Dax-Toulouse, donc il y a aussi Toulouse. Donc on parle souvent du fait que le projet s'attaque par les deux bouts, à la fois par le sud de Bordeaux et par le nord de Toulouse. Et à Toulouse, des collectifs se montent et s'engagent, et d'autres modes d'action sont choisis, notamment ceux de la grimpe dans les arbres. On parle souvent des écureuils, et on a justement une personne qui est mobilisée sur ce genre d'action pour nous parler. Donc un écureuil présent sur l'écluse de Saint-Jory peut nous dire quelques mots. Et donc du coup, juste en quelques mots, donc moi, les Amis de la Terre de Midi-Pyrénées qui avons engagé un recours contre les aménagements ferroviaires au nord de Toulouse parce qu'il est illégal, parce qu'il n'y a pas eu de recherche d'alternative, parce que ça détruit toute la nature. Et effectivement, depuis le 30 septembre, mais l'écureuil va en parler, il y a des actions qui se passent au nord de Toulouse, sachant que la situation est exactement la même, bien sûr, avec projet de Tour Occitanie autour de la gare, projet de gentrification, toute la destruction de la nature qu'il peut y avoir, les viaducs et tout ça.
Donc moi je fais pas plus long ici, mais bien sûr on appelle à ce que la mobilisation soit très forte à Toulouse et ailleurs contre donc ce projet désastreux. On fait partie de la coordination LGV Non Merci. Nos amis des Amis de la Terre des Landes sont là aussi et soutiennent d'une certaine manière en tout cas cette lutte. Et donc du coup on appelle aussi à élargir sur le territoire, voilà, et avec ce qui se passe en ce moment juste au nord de Toulouse, à Saint-Jory. Donc depuis le 30 août, une occupation s'est lancée du coup, pour lutter contre la LGV au niveau de Merci. Au niveau de l'écluse des Trois Ponts à Saint-Jory. Donc pourquoi on a choisi ce site? C'est tout simplement parce qu'il correspond précisément au point de départ de la LGV en partant de Toulouse. Sur cette zone, on trouve plusieurs hectares de forêt qui sont menacés d'être rasés pour la construction d'un viaduc de 450 mètres qui va permettre d'enjamber donc le canal et l'Ers. Toute une partie du bois sera entièrement rasée uniquement dans le but de mettre en place une base de vie provisoire qui servira pour les travaux. Ce sont également plusieurs espèces animales et insectes pourtant protégés qui sont menacés. Parmi eux, la loutre, la chauve-souris, le grand capricorne ou le rousserolle turdoïde, appelé aussi le rossignol des marais. Pour ce dernier, c'est l'entièreté de son habitat naturel qui va disparaître, provoquant ainsi sa disparition pure et simple de la zone, sans la moindre mesure compensatoire le concernant. Alors on occupe le sol, on occupe les arbres, comme on l'a déjà fait avant sur la 69. Et d'ailleurs pour la 69, le 18 de ce mois, aura lieu sur le tracé une veillée au flambeau pour commémorer nos arbres tombés. Cette commémoration aura lieu dans tous les villages qui sont impactés et se finira au château de Merescou. Excusez-moi. Il est important d'apprendre de nos erreurs et n'attendons pas pour nous rassembler en nombre pour tenir ces sites emblématiques. N'attendons pas pour occuper l'ensemble des points stratégiques de ce chantier. Pas un arbre de plus ne doit tomber. Organisons-nous ensemble, excusez-moi, pour stopper la LGV et les empêcher de commettre ces actes mortifères. Alors, c'était censé être la dernière prise de parole de ce petit point historique, mais c'était sans compter une intervention surprise d'un dernier collectif qui est venu nous taper la jambe, le collectif Forêt Vivante, pour nous dire un petit mot rapide sur des actualités qu'ils ont rencontrées. Juste avant ça, j'ai un petit mot de la cantine qui dit qu'il cherche 4 personnes pour aider. Voilà, n'hésitez pas. Oui, Vague avait quelque chose à dire. Ah, pardon. Excusez-moi. Ah, je croyais que c'était un mot de fin. J'allais lui dire, moi je vais devoir partir pour retourner sur l'occupation, mais on a un stand là-bas si vous avez besoin de plus d'infos sur les points GPS ou comment nous rejoindre. Vous pourrez aller voir les camarades qui tiendront le stand là-bas, vous aurez toutes les infos nécessaires. Il n'ose pas le faire, donc je vais le faire. Il y a aussi un appel à soutien financier pour permettre que la lutte des Trois Ponts au nord de Saint-Jory, à Saint-Jory au nord de Toulouse puisse se tenir avec les besoins matériels encore d'autres choses qu'il peut y avoir. Donc n'hésitez pas à aller voir le stand, n'hésitez pas à donner pour soutenir directement la lutte des écureuils qui sont dans les arbres là-bas. Déjà, voilà. Deux mots en 2 minutes. Un autre freinage d'urgence qui est aujourd'hui en partie sur ce territoire, mais au-delà de ce territoire, sur l'ensemble des Landes de Gascogne. Je parle de la monoculture du pin maritime qui occupe un grand triangle. Un grand triangle de Soulac, Nérac et Bayonne. Et effectivement, sur ce territoire, 1 million d'hectares
donné aux industriels de la filière bois pour planter et replanter, enrésiner le pin maritime, qui est un arbre formidable. Mais aujourd'hui, la gestion forestière de ce grand espace est un véritable écocide. C'est-à-dire que les terrains, soi-disant des forêts, pour les groupements forestiers et les propriétaires forestiers, qui ne sont que des fonds de placement financier et de rente, ils sont labourés, les souches sont arrachées et amendées avec de l'engrais. Et ils parlent encore de forêt. Et il y a une destruction massive de tous les îlots de feuillus sur ce grand territoire d'1 million d'hectares. Le moindre bosquet de chênes, de feuillus et autres sont éradiqués pour enrésiner, pour planter du pin maritime. Et là aussi, il y a un combat aujourd'hui et demain, malheureusement, pour combattre cette filière bois qui a une gestion catastrophique et écocidaire sur tout ce territoire-là. Voilà. Enfin, la dernière question de ce point historique qui est maintenant. Freinas d'urgence, cet événement de ce week-end, 13 octobre 2024. Bienvenue, merci d'être là. Combien pensez-vous de personnes étaient à cet événement ce week-end? Et oui, 14 milliards de personnes étaient présentes. Merci la cantine. Merci la cantine, joyeux anniversaire. Et également, il y a une caisse de soutien à l'entrée pour l'organisation de cet événement pour la Coordo LGV. Donc merci. Si vous voulez donner une petite pièce, c'est chouette. Voilà. Et c'est la fin de ce retraçage historique. J'espère que vous avez appris des choses d'une manière ou d'une autre. Ou nous, en tout cas, c'est le cas. Maintenant, on va passer au récit croisé. C'est pas fini, ne partez pas. On passe à la deuxième partie, à savoir les récits croisés. C'est-à-dire tous les moments où on vous a demandé de mettre des petits mots dans les boîtes pour parler un peu de vous, votre expérience de ce week-end. Et avant ça, on va accueillir une personne qui a participé à la Vélorussion qui a eu lieu hier pour nous parler de cette action. Normalement. Est-ce que pendant ce temps, on peut ramener les boîtes oranges de mots? Bonjour, moi je vais vous parler de la LGV, la Grande Vélorussion. C'est celle qu'on a organisée sur Bordeaux. Ça a été la convergence de deux actions. Une Vélorussion, non violente, festive, informative. Et une autre action, l'action de la fanfare sauvage. La fanfare sauvage, vous avez pu l'entendre à partir d'hier soir et elle continue encore à jouer aujourd'hui. Et c'est la convergence des deux qui a pu permettre le succès de cette grande Vélorussion. Malgré les arrêtés d'interdiction de la préfecture, on a pu quand même réaliser cette grande Vélorussion. On s'est adapté. Et on a réussi, et ça a été une grande réussite, et on est content en fait de cette réussite. Cette grande Vélorussion, elle a mobilisé environ 100 personnes. On s'est arrêté sur de nombreux points stratégiques. Alors des sites stratégiques d'expropriation, la société CEIA, des sites, une société d'ingénierie, la société Sistra. Et on s'y a aussi arrêté à l'Hôtel des Régions, dans la Rousset. Et puis on a fini sur le parvis de la gare. Et là, en fait, sur ce parvis de la gare, il y a la fanfare sauvage qui nous a rejoints
parce qu'eux, ils ont réussi en fait à rentrer sur la gare, dans la gare, ce qui n'était pas facile parce qu'avec toutes les forces de l'ordre qui nous entouraient, en fait, ils ont réussi quelque chose d'incroyable. Et on va vous parler de comment ça s'est passé. Alors, moi je vais rappeler vite fait que je suis arrivé très peu de temps à la fanfare. Donc comment ça arrivé? Du coup on s'est dit, on a fini à Stalingrad, et vous demandez comment on a pu après entrer dans la gare de Bordeaux. Donc gare de Senon, on s'arrête, il n'y avait plus de flics, plus rien, ils nous cherchaient plus. On prend le train, et là on arrive sur le quai, et là on voit sur tout le quai où on était, des flics qui étaient là en train de faire des fouilles, et chercher, et nous on passe comme ça, avec nos instruments en disant, ok, vous m'entendez? Je pense que vous m'entendez. Je peux juste mimer ça, parfait, je vais faire ça. Pas con ça, c'est une bonne idée. Et voilà, et donc on se dit qu'on allait se faire avoir avec nos instruments et ça allait tout s'arrêter là. Et au final, on a continué à sortir en jouant Bella Ciao forcément. Et on a continué. Et on a eu la chance, les flics, ils n'ont pas été très réactifs non plus, mais surtout la population derrière nous a suivis et a emboîté le pas et on a descendu les escaliers, on a pu continuer jusqu'au parking de la gare, à l'intérieur de la gare. Et là on a pu jouer et rejoindre les copains qui étaient déjà à l'intérieur avec des confettis, des bonbons, des couleurs. Autant vous dire que c'était un vrai moment festif et hyper agréable de pouvoir être dans ce moment-là et de rejoindre la fanfare. D'ailleurs, s'il y a des gens qui rejoignent la fanfare à Bordeaux, on est preneurs. Voilà. Donc on a pu jouer sur le parvis. À l'intérieur de la gare, après, les policiers, effectivement, ils ont fini par nous trouver et nous entendre, donc c'était pas trop compliqué. Et petit à petit, ils nous ont poussés et ça s'est plutôt bien passé. Et après, on est allé jouer dehors parce qu'il faisait beau, et pour les copains qui attendaient aussi dehors. Voilà. Donc j'ai fait une partie de comment j'ai vu le récit, et la chorale, et a continué avec la chorale, et la banderole aussi. Alors, il y avait tout, hein. Moi j'étais de l'autre côté. Voilà, et bon, en gros, no passarai. No passarai. Merci LGV, merci. Merci au Soulèvement de la Terre. Merci à cet événement en fait qui nous regroupe tous et ça, c'est ça qui est important. Allez, merci. Alors une conclusion, sûrement pas. Pas question de faire une conclusion maintenant. La conclusion se fera quand cet aberrant projet sera enterré. Freinage d'urgence, c'est une étape. C'est une étape dans la lutte que nous ne cesserons pas. Un nouveau jalon dans la mobilisation. C'est un message fort que nous avons envoyé aux décideurs du projet. Tous ensemble réunis hier autour d'un grand jeu. Un grand jeu qui s'est tenu pendant toute la journée, mais qui a joué les prolongations dans la nuit, en grand groupe ou en petit groupe. Les résultats de tous ces jeux sont plutôt joyeux. 1000 bornes. Dans une dizaine de communes du sud-ouest ont été posées des panneaux avec le slogan propre à un collectif local. Nous faisons découvrir la vallée du Ciron. Le collectif local est LGV, ni ici ni ailleurs. N'oubliez pas d'emporter quelques panneaux à votre retour et de faire jalonner ces panneaux sur votre route. Les aventuriers du rail. Alors là, passage par la gare Saint-Jean, en plein cœur de la métropole de Bordeaux, une action pour contrer la communication indécente des promoteurs du projet. Selon eux, le seul objectif des Bordelais et des Toulousains serait de rejoindre au plus vite Paris. La Vélorussion, quelqu'un est venu vous en parler tout à l'heure, qui a permis justement de replacer la mobilité dans son rythme, la mobilité de la douceur, avec toujours un petit pied de nez à notre ami Alain Rousset, à la politique hors sol.
Giga Kapla et Dixit Naturaliste. Alors là, du grand groupe. 3 cortèges en forêt qui ont permis de construire les bases définitives d'un territoire jusqu'à là, à la merci des grands groupes. La construction d'une vigie, la découverte de la vallée du Ciron et la visibilisation des ouvrages d'art prévus dans le cadre des LGV. Tout cela pour nous attacher à ce territoire, pour nous attacher avec toute notre sensibilité et se promettre d'y revenir pour le défendre. Nous avons acheminé les éléments d'une charpente de 7 mètres de haut et déployé à son sommet une banderole en solidarité avec les espèces vivantes près du Ciron. Golden Rail, des actions pour redorer le blason à nos trains du quotidien et à nos petites gares ouvertes ou délaissées. Et ainsi, plusieurs équipes sont parties cette nuit. Ce jeu s'est très rapidement transformé en un jeu de chat et à la souris. Vous imaginez avec qui? Les Bleus sont toujours aussi joueurs. De même, pour dessiner, c'est gagné. Même dispositif, banderole, peinture, pour montrer notre refus et ne plus nous laisser censurer par l'État. Des actions ciblées qui ont permis de dénoncer d'autres parties prenantes du projet, parfois plus invisibles, mais tout aussi mouillées dans ce projet. Devinez la première entreprise? Lafarge. Déjà ciblée en décembre dernier et maintes fois depuis, ce grand groupe profiterait du projet en approvisionnant des millions de mètres cubes de béton nécessaires aux plus de 400 ouvrages d'art. Autre entreprise redécorée, Artelia. Artelia qui, elle, participe aux études hydrauliques. Viennent ensuite Ineo et Iris Conseil, qui, eux, sont partenaires majeurs de Vinci pour la réalisation de la LGV Bordeaux-Toulouse. Segat, qui permet l'expropriation de centaines de personnes sous couvert d'utilité publique, alors que les résultats de l'enquête publique révèlent que 94% sont défavorables. Euratlantique. J'en trouve pas d'autres. Ah, mais c'est celle que vous allez faire ce soir en rentrant, j'imagine. Autrement dit, nous ne désarmons pas. Nous avons porté maintenant la mobilisation à l'échelle nationale. En même temps que nous parlons, les écureuils sont à Toulouse et demandent à être rejoints. La lutte se prend par tous les bouts du tracé. Nous repartons donc gonflés à bloc et nous ne désarmons pas. Les tyrans ne sont grands que pour ceux qui sont à genoux. Nous ne sommes pas à genoux. Nous levons et nous nous soulevons. Et ce week-end, nous nous sommes soulevés grâce au soutien
des soulèvements de la terre. Un grand merci à eux.